Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le président angolais João Lourenço se dirige vers un deuxième mandat à la tête de l'Angola après la courte victoire de son parti, le MPLA, lors des élections législatives. L'opposition conteste les résultats, mais tout semble indiquer que Lourenço apparaît désormais comme le seul maître à bord. Nous allons essayer d'en savoir davantage sur la situation politique de ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole, ainsi que sur son influence dans cette partie du continent. Et pour en parler, nous recevons l'analyste politique et spécialiste de l'Afrique centrale, Henri Nzouzi, qui est en direct avec nous depuis Bruxelles. Bienvenue à vous, Henri Nzouzi. Bonjour, Oumar. Alors, Lourenço, donc, qui va remplir pour un deuxième mandat à la tête de l'Angola, mais ce fut quand même des élections extrêmement serrées. Pouvez-vous revenir avec nous sur le déroulement de ces élections? Alors, vous l'avez évoqué dans votre introduction, l'opposition compte évidemment contester les résultats. Il faut aussi noter qu'au niveau de la commission électorale, 5 des membres sur les 16 avaient décidé de ne pas valider en fait le résultat. Le quorum ayant été largement atteint, les résultats ont donc été proclamés. Alors plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce scrutin. Le premier, c'est que avec ses 51,17%, le MPLA fait beaucoup moins qu'en 2017 où il avait obtenu un peu plus de 61%, mais c'est quand même par rapport à l'année de référence 2012, une véritable déception, puisque il y a 10 ans de cela, eh bien, le MPLA faisait un peu plus de 71% des suffrages. Donc c'est dire qu'en 10 ans, le MPLA a perdu 20 points. C'est un indicateur important, puisque dans le même temps, on voit effectivement une montée en puissance de l'opposition emmenée par l'UNITA et son leader, un de ses leaders en tout cas, Adalberto Costa Junior, qui a séduit une partie de l'électorat des jeunes et qui, aujourd'hui, avec 90 députés, est en capacité de bousculer, j'allais dire, les certitudes du MPLA, sachant par ailleurs, et c'est le plus important, qu'avec 124 sièges sur 220, le MPLA perd la majorité des 2/3 qui lui auraient permis de faire passer ses lois, ses réformes, sans l'appui de partis politiques. Enfin, dernier élément très important, à peine la moitié du corps électoral, en tout cas des électeurs inscrits, a participé au scrutin, ce qui montre bien que pour beaucoup d'Angolais, il n'y avait pas de véritable enjeu pour cette élection. Alors, si pour la majorité des Angolais, il n'y avait pas de véritable enjeu, certainement il n'en est pas de même pour celui dont le parti a remporté ces élections, le président João Lourenço. Justement, il entame un deuxième mandat. Quels sont les enjeux de ce deuxième mandat? Alors, tout le monde sait dans quelles circonstances il a succédé à José Eduardo dos Santos, qui lui-même d'ailleurs de son vivant avait bénéficié d'une série de lois lui garantissant une large immunité judiciaire. Ça n'a pas été le cas de ses proches qui ont été par la suite visés par une vaste campagne d'anticorruption. On va dire que ça va être ici le mandat qui permettra à Lourenço de solder ses comptes avec l'héritage dos Santos et d'imprimer véritablement sa marque, puisqu'il s'agit de s'affranchir de manière définitive de l'ombre tutélaire d'Eduardo dos Santos. Alors évidemment, vous l'avez évoqué, le problème actuel de l'Angola, en dépit de ses énormes ressources naturelles, c'est bien évidemment la corruption. C'est d'ailleurs un des chevaux de bataille du président qui va, à mon avis, poursuivre cette tendance. Mais il faut quand même savoir que plus de la moitié, en tout cas près de la moitié, les 33 millions d'Angolais vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est un paradoxe lorsque l'on circule à Luanda, où l'on a effectivement, sur le plan urbanistique par exemple, les apparences d'une ville ultra moderne et ultra développée, mais cela malheureusement dans les faits ne se traduit pas dans la répartition équitable des fruits de la croissance pour ce pays qui reste néanmoins une des locomotives et un des poids lourds de l'Afrique centrale et
accessoirement de l'Afrique australe. Justement, nous allons revenir tout à l'heure sur les aspects économiques de ce mandat. Lors d'une première sortie, il a promis le dialogue. Vous avez tout à l'heure parlé de cet héritage à solder avec son prédécesseur et ex-mentor, l'ancien président Dos Santos. Finalement, c'est à la fois des batailles internes, mais aussi face à l'opposition que le président Lourenço serait appelé à mener. Oui, parce que l'opposition enregistre évidemment une poussée spectaculaire. Vous l'avez évoqué, 90 députés. Cela augure, en tout cas pour les prochaines élections, un scrutin qui sera placé sous le signe de l'incertitude. Il y a un désenchantement, et je dois préciser par ailleurs que la grande majorité des jeunes qui ont voté n'étaient pas nés au moment où la guerre civile s'est déclenchée. Et certains ont pu voter, et ceux qui sont nés après 2002, puisqu'il faut rappeler qu'après 25 ans de guerre, l'Angola a enregistré 500 000 victimes de cette longue guerre qui a fini par trouver, j'allais dire, un épilogue. Mais pour autant, les enjeux restent évidemment très importants. Il y a énormément d'attentes au niveau de la population, des attentes qui n'ont pas toujours été satisfaites, compte tenu du fait que ces 5 dernières années, la crise est passée par là. Je ne vous parle même pas de la crise de la Covid-19, mais un certain nombre, j'allais dire, de problèmes ont affecté l'Angola au plan économique et financier aussi. Il s'agira pour le président réélu d'une certaine manière de pouvoir justement s'inscrire non seulement dans la durée, puisqu'il s'agira de pouvoir défendre ce bilan, mais surtout de faire en sorte que tout ce qui appartient de près ou de loin à l'héritage de Santos puisse être un lointain souvenir, puisqu'il s'agit maintenant de pouvoir agir en toute liberté et en toute indépendance. D'ailleurs, comme on le voit sur ces images, le défunt président donc Dos Santos, qui, je rappelle, dont les obsèques ont eu lieu juste avant donc l'annonce de ces résultats d'élections générales. Alors, désormais, peut-on dire que Lourenço est le seul maître à bord dans le jeu angolais? Oui, absolument. Même si son parti connaît une forte baisse, puisque je rappelle quand même qu'en 10 ans, le parti en tout cas a perdu 20 points, donc on passe de 71% qui reste la référence absolue en 2012 à 51,17%. C'est vraiment une érosion du socle électoral du MPLA, parti historique qui jusqu'ici a exercé le pouvoir sans discontinuer pendant 38 ans. Et là, effectivement, le jeu semble un peu plus ouvert avec une opposition qui est requinquée, bien évidemment, en dépit du fait qu'elle a l'intention, en tout cas, de contester les résultats et d'utiliser toutes les voies de recours. Alors, il faut quand même préciser pour ceux qui nous suivent que ce qu'il y a de très particulier dans ces élections en Angola, c'est que la tête de liste qui sort vainqueur en fait du scrutin est directement en fait investi chef de l'État, puisque c'est un système très particulier et avec évidemment cette imposante formation qu'est le MPLA, on peut avoir effectivement le sentiment que ce parti est inamovible, mais la poussée spectaculaire de l'opposition montre que les jeux risquent d'être beaucoup plus ouverts en 2027, pardon. Lors des prochaines échéances. Et comme vous l'avez si bien dit, il ne s'agissait pas d'élections présidentielles, mais d'élections générales, dont les législatives permettent de choisir presque automatiquement le président qui gouverne le pays. Et dans ce sens, c'est le MPLA qui, encore une fois, remporte ces élections. Alors, vous avez fait part de cette poussée de l'opposition. Est-ce finalement les Angolais sont nostalgiques de Dos Santos ou c'est le manque de résultats de Lourenço ou plutôt c'est cette envie de changement qui fait que l'opposition ait réussi cette percée historique? Non, je pense qu'il y a une puissante aspiration au changement et ceux qui sont précisément en pointe dans ce combat, ce sont évidemment les jeunes qui se sont fortement exprimés au cours de ce scrutin. C'est un message très fort qui a été envoyé au président Lourenço. Ça veut dire en fait qu'il n'a pas de chèque en blanc. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il avait perdu sa majorité des 2/3, qui lui aurait permis de faire passer les réformes sans le soutien d'un parti quelconque. Là, il va falloir
marchander avec d'autres partis pour précisément faire passer un certain nombre de réformes. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agira pour Lourenço de pouvoir, j'allais dire, relever un autre défi. Il a souvent été reproché à l'ancien régime d'avoir d'une certaine manière accaparé toutes les richesses. Il s'agit ici, à travers des mesures symboliques mais fortes, la lutte contre la corruption, etc., de pouvoir créer les conditions d'une plus grande redistribution des richesses. Et c'est le pari que Lourenço entend faire à l'aune de cette victoire, même si elle est étriquée. Alors, qui dit l'Angola pense aussi à l'armée dont est issu Lourenço, justement. Et dans tout ça, quel est le rôle de l'armée? Comment l'armée observe évoluer la situation politique dans ce pays riche en pétrole? L'armée, traditionnellement, a le rôle de gardienne du temple. C'est la grande muette qui n'intervient qu'en dernier recours, en cas de péril grave menaçant la nation. Ici, les conditions ne sont pas du tout réunies pour que l'armée puisse entrer en jeu. Vous avez rappelé les origines, effectivement, militaires de Lourenço. Ici, on sait que l'Angola détient l'une des armées les plus puissantes du continent. Elle n'aura pas de toute façon à intervenir, donc sa neutralité, pour l'instant, est garantie. Nous verrons comment les choses s'articuleront, mais le pays n'est pas du tout dans une crise politique quelconque qui pourrait amener l'armée à prendre ses responsabilités. Je pense que de ce point de vue-là, on peut légitimement penser que les choses devraient se passer normalement pour les 5 prochaines années. Alors, qu'en sera-t-il de la question économique? Parce qu'il y a quand même un paradoxe, à savoir l'Angola est une puissance économique. En termes de chiffres, l'Angola est un pays riche en ressources énergétiques, notamment en pétrole. L'Angola a une capitale très moderne, mais l'Angola est majoritairement habitée par une population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Dans ce sens, quelle lecture pouvez-vous faire de la gouvernance économique de ce pays central en Afrique centrale? Alors, il est évident que la vaste campagne anticorruption qui a été lancée par Lourenço au lendemain de son accession au pouvoir était une manière déjà de pouvoir annoncer la couleur et de se démarquer, bien évidemment, de la gestion de son prédécesseur sans trop le bousculer. Je l'ai rappelé tout à l'heure, José Eduardo dos Santos, de son vivant, a bénéficié de lois qui lui ont permis de pouvoir obtenir une immunité judiciaire. Ça faisait 3 ans qu'il s'était installé en Espagne. Ça n'a pas été le cas pour ses proches. Donc, Lourenço a voulu faire des exemples et montrer qu'il serait intraitable sur cette question. Maintenant, il faut aller au-delà des symboles, au-delà des opérations coup de poing. Il s'agit effectivement de redonner de la perspective, de la cohérence dans une politique économique qui, en dépit des richesses du pays, évidemment, tarde à montrer des résultats probants. Cela devrait se traduire normalement par une amélioration qualitative du niveau de vie des concitoyens, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une petite caste qui continue évidemment à tirer profit de cette situation, et il y a fort à parier qu'avec cette petite victoire, Lourenço sera bien évidemment attentif à cet objectif et sera de toute façon contraint, quoi qu'il arrive, à obtenir des résultats assez rapidement. Qu'en est-il de ce bras de fer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec la famille du prédécesseur de Lourenço, à savoir la famille Dos Santos? On sait que, comme vous l'avez dit, certains des proches de Dos Santos ont maille à partir avec la justice. Qu'en est-il actuellement? Alors, les funérailles se sont déroulées le week-end dernier et on a pu constater les funérailles de Dos Santos. Tous les enfants n'étaient pas là, évidemment. Donc, on pense évidemment à Isabelle dos Santos qui n'a pas pu faire le déplacement, puisqu'elle reste évidemment dans le viseur de la justice. Quelques autres étaient présents, mais je pense que, par respect pour la mémoire d'Eduardo dos Santos, je pense que les autorités angolaises, qui ont parfois donné l'impression de se lancer dans une chasse aux sorcières, vont devoir lever le pied parce qu'aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de gouverner contre une partie des Angolais, mais il s'agit vraiment de créer les conditions d'une cohésion nationale. Avec cette victoire à peine, 51%, on peut dire que Lourenço a les mains libres. Il est peut-être maître à bord, mais il n'a peut-être pas les mains aussi libres, en fait, parce qu'il y a effectivement des enjeux qui dépassent le simple cadre du MPLA et qui, à mon avis, dans certaines circonstances,
nécessiteront une véritable union nationale pour faire avancer le pays dans la bonne direction et créer les conditions de son développement. Une dernière question, Aline Zouzi. Comme je le disais tout à l'heure, en Afrique centrale, l'Angola joue un rôle central. Parlez-nous justement de l'influence sous-régionale de ces pays lusophones. Alors l'Angola, évidemment, est l'un des deux poids lourds de la SADC. On sait qu'à l'heure actuelle, l'Angola joue un rôle important dans la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à cause justement de cette situation d'instabilité à l'est de la RDC. Donc il faut rappeler que le M23 a repris son activité avec le soutien avéré, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports onusiens du Rwanda. Alors, il y a une feuille de route qui a été élaborée il y a de cela quelques temps, qui tarde effectivement à être mise en œuvre. Et bon, ça c'est pour des circonstances évidemment qu'il nous faudra déterminer peut-être à l'occasion d'un prochain échange. Mais l'Angola reste effectivement la puissance sous-régionale qui garde une influence très importante et qui a toujours pris ses responsabilités pour trouver en tout cas les voies et moyens de pouvoir sécuriser au mieux la sous-région. Merci à vous, Aline Zouzi, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste politique spécialisé, donc spécialiste de l'Afrique et notamment de l'Afrique centrale et également promoteur associé du JT diplomatique. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Médien TV. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.